Bonjour à tous et bienvenue sur VOA Afrique. Mon nom c'est Bagassi Koura et aujourd'hui nous recevons le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Aimé Nyamitwe. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Le gouvernement a finalement décidé de rejoindre le dialogue initié par les Nations Unies, mais pas le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Comment vous expliquez cela? Bon, je suis membre du gouvernement, je parlerai pour le gouvernement. Permettez que je vous remercie d'abord que vous avez trouvé ce temps pour qu'on puisse parler un peu de mon pays. Oui, dès le départ, le gouvernement a toujours montré sa bonne disposition à participer au dialogue. Hier, il s'est fait qu'il y avait quelques contretemps de calendrier qui ont empêché le gouvernement et j'imagine aussi le parti à participer à la session d'ouverture de ce dialogue. Mais je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a participé et si le parti au pouvoir n'a pas participé, j'imagine, même si je n'ai pas la confirmation, que c'est lié au fait que la campagne pour les élections a déjà commencé. C'est peut-être pour cette raison, sinon je suis convaincu que la bonne volonté y est. Alors le CNDD-FDD parle de distraction de la campagne, c'est aussi votre avis? Je vous demanderai de demander peut-être des précisions au porte-parole du parti. Je ne suis pas en mesure ici de répondre, n'est-ce pas, aux déclarations, disons, des déclarations plutôt faites par le parti. J'imagine que le parti a exprimé son point de vue. Qui peut être, disons, évalué en fonction du contexte et en fonction des informations qui sont disponibles, qui étaient disponibles en tout cas au moment où la déclaration est sortie. Pour autant, je n'estime pas être capable de répondre, je dirais avec compétence, en lieu et place des autorités du parti. Alors, la communauté internationale demande le report de ces élections, les élections législatives du 29 juin. Et l'opposition veut leur annulation. Et pourtant, vous les maintenez. Comment vous expliquez cela? Quand vous dites communauté internationale, vous parlez de qui? On parle de l'Union européenne, on parle de l'Union africaine qui avait demandé il y a quelques jours le report de ces élections. L'Union africaine n'a jamais demandé le report de ces élections-là. Je pense que vous avez une mauvaise Pourtant, information. l'Union africaine, dans un communiqué, a bien dit que la date des élections, si elles ne sont pas consensuelles, elles ne seraient pas bien pour le Burundi. Donc là, vous confondez. Il y a le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui avait énoncé une série de décisions, y compris une recommandation en tout cas, que le calendrier soit établi de manière consensuelle. Ça, qui n'est pas encore le cas. Ça, c'est la recommandation. Mais il faut savoir aussi que le Conseil de paix et sécurité a sorti cette recommandation le 13 juin, après que le nouveau calendrier a été fixé. Et cette fixation de ce nouveau calendrier était consécutive à une réunion que la commission électorale avait tenue avec les partis politiques. Et donc j'imagine que le Conseil de paix et de sécurité n'a pas peut-être non plus pris disons, en considération tous les facteurs qui étaient en présence sur le terrain. Ce qui est certain, c'est que la disposition du gouvernement était effectivement de discuter de toutes ces questions, y compris le calendrier, sans pour autant mettre en cause la vie des institutions. Comme vous savez, les conseils communaux terminent leur mandat le 7 juillet et si on va au-delà de cette date, nous tombons dans un vide constitutionnel par rapport à ces organes-là, alors qu'ils sont des organes importants, qui sont les seuls habilités même à pouvoir au poste de sénateur. Or, la communauté est-africaine avait dans sa déclaration du 31 mai demandé qu'on repousse les élections d'un mois et demi au moins, ça c'était pris en considération, mais elle bâtissait sa déclaration sur celle qu'elle avait émise le 13 mai, dans laquelle elle demandait au gouvernement de proposer les élections mais pas au-delà des délais constitutionnels. Vous comprenez donc que la logique du gouvernement est celle de rester dans les limites constitutionnelles. Pour autant, nous ne sommes pas en train de dire que ce ne serait pas bon d'en discuter. Nous disons simplement que nous ne pouvons pas nous permettre de discuter ad vitam aeternam, au risque même de mettre en péril la vie de la nation. Alors, le Burundi est au bord de la guerre civile, c'est le mot qu'on peut employer dans ce cas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'insister sur ce troisième mandat?
D'abord, je dois vous dire que je respecte votre point de vue. D'abord, il s'agit d'un discours que nous ne partageons pas. Un discours qui est entretenu par certains partenaires, qui est entretenu par certaines organisations, mais qui n'a aucune base réelle sur le terrain. Il y a une situation qui peut soulever peut-être des soucis dans un cercle ou dans l'autre, mais cela ne veut pas dire que le Burundi est au bord de la guerre civile. Je récuse cette expression de manière la plus formelle possible. Maintenant, vous évoquez la question des réfugiés, mais je ne le partage pas du tout. Le Burundi n'est pas un pays qui est au bord de la guerre civile. Il s'agit d'un... Pourtant, il y a des centaines de milliers de gens qui fuient le pays. Des centaines de milliers de gens, Ouais, plus de 100 000. Plus de 100 000. Il s'agit effectivement, encore une fois, d'un chiffre qui a été émis par le HCR sans qu'il puisse être... Que vous contestez? Sans que le chiffre puisse être confirmé. Le HCR, dans un seul après-midi, avait d'abord donné le chiffre de 70 000. Et 2 heures après, le même HCR avait donné le chiffre de 100 000 pour se rétracter le lendemain et parler de 72 000. Où sont passés les 30 000? Ils se sont évaporés dans la nature. Donc vous comprenez qu'il y a un problème de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans cette histoire de chiffres. Ce qui est certain, et que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a des flux de retour continus. De retour dans quel sens? De retour au Burundi, forcément. Des retours au Burundi. Et quand j'ai quitté, le Burundi, on avait estimé à environ, si même pas plus, de 40 000 réfugiés qui étaient de retour. Nous avons des délégations qui vont dans tous les pays d'accueil de ces réfugiés, puis après tout, ce sont des pays voisins, des pays frères, pour qu'ils puissent faciliter le retour de ces réfugiés vers chez eux, ça veut dire chez nous, dans notre pays. Ce sont des frères et des sœurs qui ont leur place dans leur foyer, qui ont leur place chez nous. Nous avons de la place pour chacun de nos citoyens. C'est important qu'ils puissent rentrer chez eux, vaquer à leurs occupations, parce qu'ils ont quitté pour des raisons de rumeurs, pour des raisons de fausses informations, qui ont fait effectivement peur à des citoyens qui vivaient paisiblement. Nous estimons qu'il s'agit d'une situation déplorable, mais nous estimons toujours que chez eux, c'est au Burundi. Alors, vous parlez de retour. Hein. Moi, je rentre du Rwanda, où j'étais au camp de réfugiés de Mahama. Et pendant les 3 jours que j'étais dans ce camp, chaque soir, je voyais des cars, des bus arriver avec des centaines de réfugiés qui rentraient au Rwanda. Vous en avez compté combien, vous-même? Et donc, ces gens qui arrivent, ils mettent en cause les Imbonerakure, cette milice proche du parti au pouvoir. Et l'Union africaine avait demandé qu'ils soient désarmés. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Parlons des choses de manière la plus claire. Vous parlez des réfugiés qui rentrent au Rwanda chaque jour. Et moi, je vous dis qu'il y a des réfugiés qui retournent chez eux. Et nous avons envoyé nous-mêmes. Donc c'est dans les deux sens. Nous avons envoyé. Vous aurez pu faire mieux de traverser la frontière, de voir aussi les retours. Évidemment, vous êtes parti avec un parti pris. C'est difficile d'avoir une. Je parle de ce que j'ai constaté. Mais il fallait aller de l'autre côté. J'étais à la police de l'immigration à Bujumbura. Et avant que cette station ne soit fermée, il y a quelques jours, il y avait du monde. Et quand j'ai demandé, le policier m'a expliqué que c'est à cause de la crise, tout le monde cherche à avoir des documents pour pouvoir voyager. Non, encore une fois, là, je m'excuse, vous mélangez les choses. Ouais. Vous parlez, moi je vous parle de retour des réfugiés. Et quand vous voulez constater les retours des réfugiés, vous n'allez pas à la PAF, à l'immigration, vous allez carrément constater sur le terrain. Au contraire. Quelle est votre estimation du nombre de gens qui ont quitté le Burundi à cause de cette crise? Est-ce que vous, au niveau du gouvernement, vous avez fait un travail, vous avez un chiffre? Nous travaillons sur base des chiffres qui ont été donnés par les pays de la région et qui ont été à la base des délibérations sur ce sujet dans les réunions de la communauté est-africaine. Ce sont les chiffres qui sont plus ou moins fiables. Et ces chiffres n'arrivent pas à 70 000. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Et je viens de vous dire qu'il y a autour de 40 000, si même pas plus, qui sont déjà rentrés au Burundi. Et nous estimons que ce chiffre va pouvoir s'agrandir dans les jours qui viennent. C'est le plus important. Mais ce que je voudrais indiquer ici, c'est que nous ne sommes pas contents, même si c'est un seul Burundais qui quitte le territoire. Soyez rassurés, le Burundi n'est pas content que des citoyens burundais quittent le territoire pour des raisons liées à la peur ou aux élections, etc. Bien au contraire, nous souhaiterions qu'ils restent chez eux, qu'ils vivent au Burundi, qu'ils vaquent à leurs occupations au quotidien. Ça nous fait de la peine et c'est pour cette raison que nous travaillons sans relâche pour aller les récupérer, pour aller leur demander de rentrer chez eux. C'est le plus important. Alors, je parlais tout à l'heure des Imbonerakure. Beaucoup les ont mentionné comme la raison pour laquelle ils ont dû fuir le pays.
Est-ce que vous avez entamé le processus de désarmement de ces Imbonerakure, Encore une fois, comme a demandé l'Union africaine et l'Union européenne? Encore une fois, ici, vous mélangez les choses. Je m'excuse. L'Union africaine n'a pas demandé de désarmer les Imbonerakure dans cette expression que vous utilisez. L'Union africaine, dans son communiqué du 13 juin, encore une fois, ce n'est même pas l'Union africaine, c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il faut préciser l'organe. Deuxièmement, ce Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui s'est réuni au sommet le 13 juin a demandé, a renforcé la décision de la communauté de l'Afrique de l'Est qui était celle de désarmer tous les groupes de jeunes affiliés aux partis politiques au pluriel qui détiendraient des armes. Et ce travail a commencé. Et le 8 juin particulièrement, le gouvernement a sorti une déclaration dans laquelle il a donné à la Commission permanente nationale de désarmement de procéder à la récupération de toutes ces armes avec la collaboration de tout le monde. Partis politiques, ONG, associations de la société civile, administration, population, etc. Ça, c'est une mesure qui a été prise par le gouvernement pour la mise en œuvre de la décision prise par la communauté Afrique de l'Est. Ce que l'Union africaine a demandé, c'est un renforcement d'une décision de la communauté est-africaine. Et je crois que la nuance est de taille. Est-ce qu'ils sont désarmés? Les Imbonerakure. Apparemment, vous avez un problème avec les Imbonerakure, particulièrement. Et je peux comprendre, mais ce que je dis, c'est que ce qui, moi, m'importe, c'est la décision prise par la communauté de l'Afrique de l'Est, qui appelle à la récupération des armes qui seraient détenues par tous les groupes de jeunes, donc, au pluriel. Ce processus est en cours, il a commencé. Ce que vous n'avez pas dit et que je vais dire peut-être à votre place, c'est que l'Union africaine a proposé l'envoi d'experts militaires pour aller effectivement voir si ce travail se déroule dans de bonnes conditions. Ce que vous n'avez peut-être pas voulu dire, c'est que le gouvernement a donné son feu vert à ce qu'on envoie ces experts militaires. Donc, il n'y a vraiment pas de péril dans la demeure, c'est simplement qu'il y a un discours qui a été construit, qui a été galvaudé à gauche à droite par rapport aux Imbonerakure. Forcément, ça réconforte certains cercles de parler des Imbonerakure parce qu'il y a un discours qui a été construit contre le gouvernement, contre le parti au pouvoir, contre ces jeunes gens. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Après tout, la perfection... Qu'est-ce que vous voulez reprocher? Comment? Qu'est-ce que vous voulez reprocher? Je dis pas qu'ils sont parfaits, parce que la perfection n'est pas de ce monde. C'est ce que j'allais dire avant que vous me coupiez la parole. Oui. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais absolument avoir quelque chose particulier à leur reprocher. Ce qui est certain, c'est que nous devons tous travailler dans le sens du renforcement de notre nation, de la cohésion nationale, de la paix pour tous, y compris pour les Imbonerakure, y compris pour les jeunes des partis de l'opposition, y compris pour ceux qui ne sont pas dans les partis politiques, y compris pour les non-jeunes et les moins jeunes et les plus jeunes de notre nation. Alors, quels sont vos rapports avec le Rwanda dans cette crise-là? Les rapports entre le Burundi et le Rwanda sont excellents. Je répète, pour qu'il ne puisse pas y avoir d'équivoque, les rapports entre le Burundi et le Rwanda, voisins, frères, sont excellents. Quel rôle peut jouer le Rwanda dans la résolution de cette crise à votre avis? Le Rwanda est un pays membre de la communauté de l'Afrique de l'Est et en tant que tel, il participe aux mécanismes qui sont mis en place pour la résolution, pour le renforcement, si vous voulez, de l'amélioration des conditions qui nous permettront d'aller vers les élections, en tout cas à la satisfaction de tous les acteurs. C'est ça le plus important à retenir. Est-ce que vous avez les nouvelles de Godfrey Niyombare et aussi des autres auteurs du coup d'État manqué? Bon, vous savez que certains auteurs du coup d'État manqué sont aux arrêts et sont par conséquent dans l'objet d'une procédure judiciaire. Quant à celui que vous venez de mentionner, bon, je n'ai pas de nouvelles précises. Vous pouvez peut-être nous renseigner, vous qui est un journaliste de terrain d'investigation, qui connaissait peut-être un peu plus de choses que nous, où il se trouverait. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a une procédure judiciaire qui a commencé et qui continue. Le plus important, encore une fois, c'est que ceux qui ont été arrêtés soient poursuivis dans le cadre d'une procédure judiciaire normale. Ils sont assistés d'avocats
et leur procès sera organisé dans les prochains jours, prochaines semaines, de la manière la plus régulière possible. C'est ça aussi un état de droit. Et quand est-ce que vous allez ouvrir les radios indépendantes, les 5 radios indépendantes qui ont été fermées? Qui ont été fermées par qui? Par le gouvernement. Le procureur a récemment pris un ordre interdisant les journalistes de ces médias d'avoir accès à leurs locaux. Non, leurs locaux étaient déjà détruits. Ils allaient accéder à quoi? Au chantier ou? Parce qu'ils n'ont pas accès à ces locaux. Non, vous confondez les choses. Le procureur général a sorti une mesure qui interdisait à certains journalistes d'accéder à la maison de la presse, ce qui est tout à fait différent. Mais sinon, les stations de radio sont accessibles à tout le monde? Parce que moi, personnellement, j'ai vu des forces de police à chaque station de radio à Bujumbura. Ça ne vaut même pas 3 jours. Donc pour vous, les forces de police, ils sont là pour interdire aux gens d'accéder? Non, j'ai apparemment, vous avez une approche tronquée. Les journalistes à Bujumbura peuvent avoir librement accès à la station de travail? Permettez que je dise ceci. Les journalistes dont les stations de radio ne font pas l'objet d'enquêtes judiciaires, je pense qu'il n'y a pas de problème et peuvent accéder à leurs locaux. Mais pour ceux dont les stations de radio ont été le théâtre d'actes liés au renversement des institutions le 13 mai, et où des indices existeraient, je ne suis pas procureur, mais des indices existeraient de participation dans l'acte de renversement des institutions, pourraient forcément être peut-être l'objet d'une certaine enquête. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que le plus important, c'est que nous étions mis d'accord dans le cadre du dialogue que les journalistes qui ne pourraient pas accéder à leur maison pourraient toujours participer à la couverture des élections à travers la maison de la presse dans les conditions qui devraient être fixées par la loi. Parce que celle-là aussi avait été l'objet d'une certaine action judiciaire. Cette action judiciaire a été levée. Ça, vous ne l'avez pas mentionné curieusement. Et certains médias y ont accès. Nous y travaillons petit à petit. Une fois que les doutes sont levés, petit à petit, les journalistes doivent pouvoir participer à l'œuvre commune de construction et d'édification de notre nation. C'est très important à savoir que autant nous respectons la liberté d'expression, autant nous devons aussi permettre à l'état de droit d'exister dans toute sa plénitude, y compris en ce qui concerne les enquêtes judiciaires. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien. Oui. Voilà, c'est tout donc pour l'entretien du jour qui était avec le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Nyamitwe. L'information sur le Burundi continue sur notre site voaafrique.com.